Bonjour, bienvenue sur Radio MJC. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir des collectifs du plan A. Je vous demanderai de vous présenter. Alors bonjour, merci de nous accueillir à l'MJC. Je suis Adélaïde Massico-Raimondi, je suis musicienne intervenante pour ma part dans le Grand Dol. Et moi, je suis Fabienne Sampère, sage-femme libérale, installée sur le bassin d'Aulois. Et nous avons aussi deux autres personnes dans notre collectif, Chloé Rieux-Blanc et Catherine Lestradet, qui ne sont pas là, mais qui sont elles aussi musiciennes intervenantes et nutritionnistes. Très bien. Et en quoi consiste le plan A ? Alors le plan A pour nous, c'est un temps d'échange, un espace aussi ici à l'MJC pour discuter autour des thématiques liées au changement climatique et à la préservation de l'environnement, en ayant donc à la fois un aspect d'information et à la fois l'idée de trouver des actions concrètes et à la portée de tous pour agir. Et est-ce que vous avez d'autres types d'actions ? Alors, notre action principale se situe à la MJC un samedi par mois en général, avec des ateliers sur des thématiques liées à la préservation du climat, et où on invite tout le monde à venir échanger autour de certains thèmes. Alors, on a déjà fait des fresques du numérique, des fresques du climat, c'est-à-dire de la sensibilisation et de la compréhension des enjeux climatiques. On a fait un atelier sur les produits faits maison. Donc aujourd'hui, on va accueillir des producteurs locaux qui vont nous parler de leur activité. Et puis on a en prévision un atelier nutrition et puis un témoignage sur des vacances en vélo au mois de mai, juste avant l'été, donc ça tombe bien. Et comment on réussit à avoir l'envie de participer à ce plan A ? Comment on l'intègre ? En fait, on s'est retrouvés, on s'est rencontrés et on a noué des liens au moment des marches sur le climat il y a 2 ou 3 ans en arrière. Et puis on a eu envie de poursuivre cet engagement pour le climat, mais d'une autre façon, en sensibilisant des gens. Et donc on est un noyau dur à avoir eu envie de faire d'autres actions que les marches pour le climat. Voilà. Mais c'est les marches pour le climat qui ont été un petit peu le déclencheur au départ. Et à présent, en fait, on est un petit groupe qui réfléchissons, mais on n'est pas une association, on n'est pas un collectif, on est associé à aucune banderole, on va dire. Donc c'est très libre, il suffit de se poser des questions, d'avoir envie d'échanger. Donc c'est vraiment tout un chacun qui peut à la fois venir réfléchir avec nous, proposer des choses aussi, proposer des thèmes. Là, ces thèmes-là qu'on a proposés cette année, c'était ceux qui nous semblaient les plus essentiels ou qui nous parlaient le plus personnellement. Mais notre idée aussi, à la fois l'information, l'action, et puis l'idée, c'est aussi de mettre en valeur les associations et les ressources existantes sur le territoire. Donc on aimerait aussi, comme un petit peu aujourd'hui, qu'il y ait des producteurs, des associations aussi qui œuvrent comme... Aujourd'hui, on va aussi accueillir l'association Le Serpolet, qui aide à l'installation en agriculture biologique sur le territoire et qui mène plein d'actions dans ce sens. Donc nous, on est tout simplement des bénévoles et tous ceux qui souhaitent nous rejoindre donc, peuvent à la fois trouver le programme des ateliers plan A à l'MJC et puis aussi nous envoyer un mail à doltransitionscitoyenne@gmail.com. Voilà, doltransitionscitoyenne@gmail.com et puis on pourra comme ça donner plus d'informations. Puis j'aimerais rajouter qu'on a eu la chance d'être hébergé par la MJC, qui avait envie de développer aussi cette thématique liée au climat. Et donc, ils nous hébergent depuis le début de l'année. Et ça, c'est super parce que voilà, on a un local, on a du matériel et puis on a aussi des compétences logistiques qui nous soutiennent dans notre démarche. Voilà. Très bien. Eh bien, je vous remercie de nous avoir présenté le plan A. Au revoir. Et au revoir à vous, chers auditeurs. C'était la web radio MJC. Nous poursuivons notre enregistrement. Je suis Nicolas et nous accueillons un autre producteur local. Bonjour, je suis monsieur Cloiseau Xavier, j'habite à Dole. Et dites-nous, Xavier, quelle est votre activité ?
Je viens de la Nièvre, exactement. Depuis l'âge de 10 ans, j'ai commencé l'apiculture en famille. J'étais avec ma sœur Valérie. On s'occupait des operculés, extraire le miel, tout ce qu'il y a à faire dans une miellerie. Et mon père est monté jusqu'à 1000 ruches, donc j'ai connu les grosses productions de miel, entre 20 et 25 tonnes. Malheureusement, dans les années 90, le varroa destructor est un acarien qui a affaibli énormément les abeilles. Donc on a eu à peu près en 2 ans 300 pertes de ruches. Alors et à ce moment-là, j'ai plus cru en l'apiculture. Je suis parti faire des études dans la maintenance industrielle. Après, je suis allé à l'armée. Et après l'armée, je suis arrivé chez Solvay, à Tavaux, dans le Jura. Voilà. Et j'ai eu la chance de connaître un couple d'apiculteurs sur Dole, Patrice et Sandrine, qui m'ont fait voir qu'ils faisaient de l'élevage de rennes. Et en fait, si vous avez la reine, vous avez l'essaim. Et là, j'ai repris confiance. Donc, j'ai commencé à refaire des ruches dans le Jura, dans la Nièvre, beaucoup chez des particuliers, dans des entreprises, dans des écoles maintenant, où tous les mardis à la MFR, à la Maison familiale rurale d'Amanges, je leur apprends tout de A à Z sur le monde des abeilles, ce monde extraordinaire des abeilles. Vous avez parlé tout à l'heure d'une maladie, je crois. C'est un acarien, mais il y a bien des maladies, oui. Il existe toujours, malheureusement. D'ailleurs, quels sont les autres défis à relever? Alors, les autres défis, ils sont très nombreux dans l'apiculture, hein. Le premier, c'est d'arriver à garder en vie son essaim. Beaucoup d'apiculteurs perdent leur ruche d'une année à l'autre. Pas tous ne savent faire des reines pour arriver à refaire des essaims. Après, il y a les floraisons. Elles sont de plus en plus courtes. Le climat qui a changé, je pense que tout le monde a vu avec les canicules en été. En hiver, on n'a plus d'hiver. C'est plus ça, un hiver. Les différentes maladies liées à l'abeille, la loque américaine ou la loque européenne. Après, peut-être sensibiliser plus les personnes. Beaucoup de personnes font des grosses erreurs avec les ruches. C'est pour ça que leurs ruches ne survivent pas. Puis bien sûr, il y a les pesticides, les néonicotinoïdes. Voilà. Et quelles sont les joies qui vous portent? Alors les joies, il y en a tellement. Par exemple, quand j'ai une classe en septembre, et la plupart des jeunes ne veulent même pas aller vers les ruches, ils ont énormément d'a priori. Et vers la mi-juin, je commence à voir des jeunes qui arrivent à récupérer le surplus de miel, à travailler les ruches sans les gants, à faire des concours. On a fait un concours, on a eu la médaille d'argent face à 21 professionnels. Là, c'est plus du tout de l'école, c'est vraiment le monde professionnel. Et ben, c'est ça ma joie. Voilà. Je me dis que plus tard, ils garderont un souvenir. Et quand ils auront une ferme ou qu'ils sont maraîchers ou paysagistes, peu importe, ben, quand ils verront une ruche, ils sauront quoi faire. Voilà. Et justement, vous parlez des jeunes. Alors, comment voyez-vous l'avenir? Alors, l'avenir, il y a déjà, pour l'avenir des apiculteurs, si je m'imagine dans 10 ans, c'est pas simple, ça va être très compliqué pour eux, ça fait aucun doute. Je pense que même les apiculteurs, en fait, il faut qu'ils arrivent à connaître encore plus sur le monde des abeilles. Il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Je pense qu'on est vraiment en prémisse, malgré toutes ces années, pour arriver à affronter tous les changements climatiques, etc. Et il va y avoir plein de nouvelles questions qui vont arriver. Mais le côté positif que je vois aussi, il y a des petites actions un peu partout. Par exemple, vous avez l'entreprise Bouvard à Dole qui ont installé des ruches pour bien sûr donner du miel à leur personnel, mais surtout pour essayer de faire des gâteaux avec un miel de qualité. Ou alors vous avez une entreprise Equium à Rochefort où eux, ils ont créé une zone de biodiversité. D'ailleurs, je vous conseille d'aller la voir.
où ils essayent de recréer tout un monde. Mais il n'y a pas que les abeilles, hein, il y a les hirondelles, enfin voilà, il y a la verdure, etc. Après, on essaye avec les élèves aussi par les élèves, de trouver des nouvelles solutions. Comme là, actuellement, les ruches, vous allez entendre très bientôt, il y a eu énormément de pertes à cause du frelon asiatique. Donc, avec des élèves, on a inventé des nouvelles grilles, des nouvelles méthodes. C'est vraiment les prémices, mais je pense que c'est positif pour plus tard. Et un dernier exemple encore, ça arrivé il y a quelques jours à peine, il y a le village d'Amange qui a été sélectionné comme village protecteur des abeilles avec le maire, M. Bernardin Daniel. Ils ont dû modifier beaucoup de choses avec tous ceux qui habitaient à Amange, changer des règles au niveau de l'apport pour les abeilles, parce que les abeilles avaient un déficit en pollen, etc. Enfin voilà, plusieurs petites choses. Ils ont installé des ruches partout, des découvertes, des choses comme ça. Et ça, c'est très bien. Et quand je vois tout ça, bah, j'ai espoir. Je pense que l'apiculture va vivre dans les années à venir. Pour moi, il n'y a pas de doute. Et les jeunes, je pense qu'ils vont s'inspirer des abeilles. Ils savent que la vie, c'est comme une ruche, c'est comme un essaim. C'est pas facile. Mais si on se débrouille bien, si on fait tout ce qu'il faut, on y arrive. Et je dirais juste en conclusion, on ne lâche rien pour nos enfants, pour notre planète. Eh bien, merci beaucoup Xavier pour votre témoignage. C'est moi qui vous remercie. Merci. Bienvenue sur la suite de notre émission avec les producteurs locaux de la MJC. Aujourd'hui, nous recevons un de ces 10 producteurs locaux. Je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour à tous et à toutes. Bénédicte Rivet, je ne suis plus agricultrice depuis juin 2021. Je l'ai été pendant 28 ans et j'ai commencé par faire des volailles fermières et puis des vaches laitières en lait à compter bio avec, au bout de quelques années, une transformation à la ferme de yaourt et une vente de lait cru. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai transmis ma ferme à une femme. J'ai trouvé quelqu'un pour reprendre la ferme, donc je suis partie un peu avant la retraite. Et maintenant, je suis ouvrière agricole à mi-temps et j'en profite pour faire une formation. Voilà. Mais pourquoi avoir fait ce choix de vie, en fait ? C'était quelque chose de profond en moi que je peux pas tellement expliquer, mais moi je ne suis pas du tout d'un milieu agricole, je suis citadine, mais j'avais envie justement de ce lien avec la nature et avec le travail manuel, et j'ai eu l'opportunité de rencontrer quelqu'un qui a bien voulu m'accueillir sur sa ferme et tenter cette expérience. Voilà. Alors, est-ce que durant ce laps de temps, est-ce que vous avez eu des difficultés, des défis à relever dans le quotidien ? Alors, bien sûr, il y a beaucoup de difficultés et beaucoup de joie, c'est les deux à la fois. C'est un métier, il faut avoir envie de le faire pour le vivre. Notamment, c'est un métier très astreignant au niveau du temps. Alors des difficultés, j'en ai eu parce que comme je n'étais pas du milieu agricole, que je n'avais pas du tout d'expérience, il a fallu que je l'acquière cette expérience et il y a eu pas mal d'aléas au début, notamment avec les volailles. Mais petit à petit, on apprend et il y a beaucoup de satisfaction. Voilà. Alors c'est aussi un métier où on apprend toute la vie. Hein, donc quelquefois on a du mal à le quitter parce que c'est tout le temps nouveau, il y a tout le temps des défis à relever. Voilà. Mais c'est aussi bien de le quitter parce que c'est voilà, quand on peut passer la main et avoir une vie plus calme, c'est pas mal aussi. Voilà. Mais donc du coup, c'est quoi la raison précise du fait que vous ayez quitté ce métier que vous aimez bien pourtant ?
Alors en fait, j'étais avec mon conjoint sur l'exploitation et mon conjoint était à la retraite. Et c'était quand même nécessaire de penser à passer le relais. Alors, en fait, dans les faits, je me suis installé avec l'harpreneuse, mais en fait, j'ai laissé la place parce que c'était quand même, ça devenait son affaire et c'était nécessaire que ça le soit. Voilà. Donc, par rapport à tout ce que vous avez pu dire, votre expérience passée et d'autres choses, comment vous voyez l'avenir en fait ? Alors, l'avenir, il est très... On peut le voir très noir ou pas tout à fait noir, ou avec beaucoup d'innovation. Enfin, il n'est pas très rose parce que les exploitations sont de plus en plus grosses. Il y a un agrandissement des exploitations aidé par la technique et la technologie et les automatismes qui fait que les agriculteurs déjà en place, certains, s'agrandissent, bien sûr au détriment de l'installation. Ce qui est compliqué pour des gens qui veulent s'installer, c'est l'accès au foncier. C'est vraiment le nerf de la guerre, c'est l'accès à la terre. Alors, ce que je vois de très positif, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes ou de gens qui ont déjà une vie professionnelle et qui veulent se reconvertir. Il y a beaucoup aussi de personnes comme ça, qui sont des personnes qui sont souvent pas issues du milieu agricole et qui ont envie de scoltiner à un bout de terre, quoi. Et c'est un mouvement qui est assez nouveau et qui est à encourager. Alors, je pense qu'il faut beaucoup d'innovations, notamment il faut des innovations collectives, c'est-à-dire que les gens ne... Enfin, c'est très compliqué de s'installer. Il faut souvent beaucoup de capital et beaucoup d'argent. Et c'est pour ça qu'il faut trouver des solutions d'aide financière, de participation de gens extérieurs afin de pouvoir exercer son métier. Donc, du coup, vous favoriserez plus un point de vue collectif dans l'agriculture ? Je favoriserais soit des collaborations entre agriculteurs et non-agriculteurs, soit ce qui se fait beaucoup d'ailleurs, des collectifs d'agriculteurs qui partagent une ferme et puis qui font plusieurs activités dessus. Est-ce que vous connaissez d'ailleurs des collectifs en question ? Ce genre de collectif ou de système en fait, proche de Dole par exemple ? Proche de Dole ? Pas forcément proche de Dole, mais présent quoi en soi, quelque chose qui est... Il y en a proche de Dole qui ne sont pas que agricoles du coup. C'est une ferme et il y a des agriculteurs et des gens qui font un autre métier ou qui sont partie prenante tout en ayant un métier à l'extérieur. Voilà. Et je connais aussi un collectif près de Cluny qui est un collectif d'agriculteurs avec beaucoup de production. Voilà. Eh bien, je vous remercie pour votre témoignage et votre expérience que vous apportez à cette radio. Merci et bonne continuation. Merci vous aussi. Nous nous retrouvons à la Maison des Jeunes et de la Culture pour avoir la présentation d'un nouveau producteur. Bonjour, moi je suis Dimitri Bon, je suis paysan bio à Chaussin. Je suis installé depuis 5 ans avec mon épouse Estelle et nous produisons des poulets de chair bio, des œufs bio
Et nous cultivons aussi du cassis. On a un important verger de cassis dont nous récoltons les feuilles pour les tisanes et les bourgeons, plutôt pour l'aspect plante aromatique et médicinal. Voilà, donc pas de fruits. Voilà. Feuilles et bourgeons. Comment vous est venue l'idée de faire ce choix de vie ? Alors, à la base, je suis très ancré dans mon village, mais j'étais artisan auparavant, j'étais tailleur de pierre. J'occupais une maison familiale qui avait servi de ferme à mes grands-parents paternels. J'ai récupéré cette maison avec sa grange. Il restait quelques parcelles qui étaient exploitées par d'autres agriculteurs. Et petit à petit, le projet s'est dessiné donc de travailler avec mon épouse à la maison, afin de nous occuper de nos enfants en même temps que de travailler. J'ai eu la chance qu'un locataire abandonne la parcelle qui était juste à côté de la maison. Et donc on a pu, dès ce jour-là, broder notre projet d'abord d'éleveur et puis ensuite de cultivateur, donc sur ce champ familial et puis en utilisant ce que nous offrait la maison, quoi, la grange et puis toute l'infrastructure. Voilà. Est-ce que ça a été difficile de créer et de faire prospérer cette activité ? Ça a été difficile de la créer parce qu'on est parti de rien. Le champ était nu, n'était pas en bio, donc il fallait le convertir. Il fallait amener l'eau, amener l'électricité, faire un chemin d'accès, monter les bâtiments. Je m'en suis occupé moi-même, étant maçon. Il y a eu aussi toute une hostilité qu'on a essuyée au départ par quelques habitants, parce que quand on se destine à être éleveur, dans le monde actuel, tout le monde pense que ça va être des bâtiments énormes, et donc il y aura énormément de nuisances. Donc j'ai démarré ma carrière d'agriculteur au tribunal administratif de Besançon. J'ai eu la chance d'avoir beaucoup de soutien à ce moment-là, parce que c'était très compliqué. J'étais en train de monter mes bâtiments et je ne savais pas si mon permis de construire allait être dénoncé. Donc c'est une période très difficile. Après, ça s'est bien terminé. L'installation a pu se faire dans les temps et ça n'a été ensuite qu'un succès. Voilà. Nous sommes heureux pour vous. Merci. Quelles sont les joies qui vous portent ? Alors, les joies qui me portent, d'abord, ça a été d'être vraiment acteur de mon paysage. J'habite une plaine céréalière, la plaine du Finage, c'est vraiment des étendues à perte de vue. Tout a été rasé, comblé, les bosquets arrachés. Et nous, la première chose qu'on a voulu faire, c'est recréer en fait du paysage agréable, donc replanter des haies, amener des animaux, des clôtures qui amenaient des oiseaux, des insectes, enfin, et toutes des cultures pérennes aussi avec nos cassis. Donc reproduire un environnement agréable où en fait on a envie d'aller se promener aussi. Donc ça a été quelque chose d'important, c'est de se sentir acteur du paysage. Et puis ce qui a été vraiment formidable dans ce que j'ai fait, c'est le retour des clients, le retour consommateur. Parce que quand on s'occupe de ces animaux du premier jour jusqu'au dernier, puisqu'on a la particularité aussi d'abattre à la ferme, et de servir nos clients en direct sur une table au marché, là ça pardonne pas et on n'a que des retours directs. Et donc quand on a eu des photos d'enfants qui mangeaient leur œuf à la coque, quand on a eu des photos de poulets qui sortaient du four avec des gens qui se régalaient en famille, ça c'est une joie qui porte. Ouais. Et ça donne envie de continuer. Et vous voulez que l'avenir soit ainsi ? Comment voulez-vous que l'avenir soit ? Ce que je rêvais de voir, c'est que un modèle comme le nôtre pouvait se rencontrer dans chaque village, en fait. C'est une petite ferme qui se suffit et puis qui laisse la place aux autres. Donc, on a toujours ouvert les portes de la ferme pour que ça en inspire d'autres. Je crois profondément qu'il y a la place pour mettre des structures comme la nôtre un peu partout. Et il y a la demande. Donc je rêvais de voir ça et malheureusement depuis 5 ans je ne vois que des abandons et très très peu de création des vocations agricoles, malheureusement. Eh bien je vous remercie de cette présentation, de cette interview et je remets la main à la Maison des Jeunes et de l'Agriculture. Nous nous retrouvons pour la suite de notre interview sur les producteurs locaux. Donc là, nous recevons 4e producteurs locaux aujourd'hui. Donc je vous laisse vous présenter.
Bonjour à vous, Vincent Guillemin. Moi, je suis paysan meunier en agriculture bio à Peseux, à côté de Chaussin. J'ai 30 ans, je suis installé en 2014, donc ça fait 8 ans. Et j'ai converti la ferme tout de suite à mon arrivée, dès que j'ai repris. C'était une ferme familiale, donc qui appartenait à mon grand-père, qui est en grande culture. Voilà, donc toutes les céréales, blé, maïs, soja, différentes cultures. Et depuis quelques années, à peu près 3-4 ans, j'ai diversifié la ferme. Je suis passé d'un mode de vente en circuit long, donc c'est-à-dire que je vendais à des coopératives ma production. Et depuis 2020, j'ai investi dans un moulin où je fais la farine à la ferme que je vends aux particuliers, soit en vente directe, mais essentiellement en vente en circuit court, c'est-à-dire dans les magasins spécialisés type Biocoop et autres magasins. Ok. Pourquoi avoir fait ce choix de vie de vouloir reprendre la ferme? Alors ce choix de vie, en fait, c'était un peu, on va dire que c'était inné. J'ai toujours baigné dans le milieu, je vais aller en vacances chez mes grands-parents et je me suis jamais posé de questions sur quel métier j'allais faire. Je savais que c'était celui-là, j'ai toujours orienté mes formations, mon cursus scolaire dans l'agricole. Et entre le moment où j'ai fini où j'ai fini mon cursus et le moment de l'installation, j'ai juste pris 1 an pour vraiment poser bien mon projet. Mais sinon, c'est un projet que j'ai depuis que je suis tout gamin. Est-ce qu'il y a eu récemment ou voire avant des problèmes, des défis avec ce métier? Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? En fait, l'avantage et l'inconvénient, c'est que j'étais pas vraiment issu du milieu agricole puisque c'est derrière mon grand-père, donc je vivais pas tous les jours sur la ferme. Donc je suis arrivé avec une approche totalement nouvelle dans le milieu, c'est-à-dire que j'avais pas du tout d'a priori. Je savais pas trop dans quoi je m'engageais, j'avais plutôt un bagage scolaire plutôt que technique. Et j'ai appris la technique en faisant au fil des années. Donc en fait, quand je me suis installé, c'est une fois que j'étais dans le bain qu'effectivement il y avait tout un tas de problématiques, que ça soit au niveau de l'installation, parce que c'est très technique, c'est un parcours qui dure assez longtemps, avec les différentes organisations où il faut avoir les bons éléments. Mais et après acquérir de la technique, parce qu'effectivement c'est pas inné, on sait pas comment faire quand on n'a jamais vraiment pratiqué, et surtout le bio où du coup on peut pas faire de rattrapage avec des produits chimiques s'il y a un souci. Donc il faut savoir s'adapter, être assez résilient, savoir s'adapter en temps réel. Mais malgré toutes ces difficultés, est-ce que vous avez quand même une sorte de joie en fait dans le quotidien avec ce travail en fait? Alors, effectivement, c'est un métier que j'ai choisi, c'est une filière, donc l'agriculture bio, que j'ai choisi aussi, justement parce que je me retrouvais pas dans tout ce monde d'agriculture conventionnelle où les gens se tirent plutôt dans les pattes entre eux, entre paysans. En bio, on est vraiment totalement décroché de ça. J'apprécie d'être indépendant, je suis soumis à personne, il n'y a personne qui me dit quoi faire dans mes champs. Je peux tester des nouvelles productions. L'année dernière, j'ai testé les pois chiches, il y a 3 ans, j'ai fait les lentilles. Voilà, et même si j'ai des échecs, je peux m'en vouloir qu'à moi et j'ai personne à qui en vouloir. Et ça, c'est vraiment une joie de tous les jours de pouvoir de se dire, voilà, je suis maître chez moi, contrairement à d'autres collègues en agricole qui, eux, subissent certaines pressions, soit de la part d'autres collègues, mais aussi ça peut être par rapport au conseiller qui va dire voilà, mettez le produit, mettez l'engrais, ou alors la banque qui pousse, qui dit attention monsieur, vos choix techniques sont pas bons, tout ça. Voilà, donc voilà, ma joie c'est vraiment d'être indépendant totalement. Et donc avec toute l'expérience que vous avez, les choses qui vous sont arrivées, vous voyez comment l'avenir? Alors l'avenir en bio change, effectivement. J'aurais pas tenu forcément ce discours il y a 2 ans parce qu'on était vraiment sur une dynamique positive de la bio avec une hausse du marché à 2 chiffres, donc on dépassait les 10% tous les ans avec une augmentation. Là, depuis le post-Covid, c'est un peu plus compliqué. Les gens ont réorienté les budgets et du coup on a une baisse de
la consommation bio, pardon, et en plus de ça, on a un mélange avec différents autres modes de production en conventionnel qui se disent vertueux de l'environnement et pas du tout. Donc je dirais qu'aujourd'hui, l'installation en bio doit être bien réfléchie, et, notamment à travailler avec les circuits courts dans des productions qui ne sont pas forcément très présentes sur le territoire. Voilà, il faut vraiment nuancer avant Covid et après Covid. Mais voilà, je suis optimiste et je pense qu'avec une prise de conscience de plus en plus grande de la part des citoyens, on arrivera à pousser notamment le gouvernement, parce que c'est lui qui retient un peu tout le développement du bio. Voilà, donc je pense que voilà, d'ici 3-4 ans, ça repartira au niveau économique, enfin le monde bio du moins. Eh bien, je vous remercie d'avoir donné votre avis, votre point de vue sur cette cause. Et bah, merci simplement d'être venu en fait. Bah, merci à vous pour l'écoute. De rien. Nous accueillons toujours les producteurs locaux et cette fois-ci, nous sommes en compagnie de Antoine Romain. Et moi, mon activité de production, je suis maraîcher. Et un maraîcher produit toute une gamme de légumes de saison toute l'année. Et on vend ça en vente directe. C'est-à-dire qu'on fait des marchés, des paniers de légumes à l'ensemble de nos clients toutes les semaines. Je suis exploitant en Côte d'Or, sur la commune d'Auxonne. Je travaille seul en tant qu'exploitant et puis on est une dizaine de personnes à travailler, donc des salariés, sur une surface de 6 hectares de culture. Alors, dites-moi, Romain, qu'est-ce qui vous a amené à prendre ce métier ? Eh bien, c'est un plaisir que j'ai eu en allant sur les fermes étant petit, les odeurs et les choix de vie de ces exploitants. Et puis après, donc je me suis toujours engagé en agriculture biologique, je me suis formé en agriculture biologique et je suis producteur maraîcher en agriculture biologique. Et donc c'est aussi lié à mes convictions personnelles en tant que jeune adolescent, confronté aux problèmes écologiques, aux problématiques environnementales. Et donc voilà, du coup, ça a été ma part à moi pour participer à faire en sorte que la planète aille un peu mieux. Et alors, quels sont les défis à relever dans ce domaine ? Eh ben, les défis, on est une exploitation agricole, on a des enjeux économiques. Donc c'est d'honorer mes engagements financiers, de payer les salaires, de tirer un revenu de mon activité. L'inscrire dans la durée, c'est-à-dire quand on s'engage en agriculture, c'est un travail au long cours, déjà apprendre, se former, et une fois qu'on est installé, mettre en place des pratiques. Ça prend une vie entière, une vie entière professionnelle. Du coup, quelles sont les joies qui vous portent Les joies, c'est venir en parler avec vous sur cette émission de radio, d'être satisfait de ce que je produis. Une fois par semaine, on avait fait le calcul, on fournit 2500 clients, tout cumulé sur les marchés, les paniers. Et c'est qu'une fois, quand on va les voir, d'avoir leur retour à eux en tant que consommateurs, que votre tomate est bonne, que vos poireaux sont beaux, ça me suffit. Voilà. Et du coup, comment voyez-vous l'avenir ? Serein. Moi, ça fait une 20aine d'années que je suis installé, donc j'ai acquis une expérience professionnelle. Mais on accueille beaucoup de stagiaires, des apprentis, donc des gens en formation d'exploitants agricoles en apprentissage. Et donc, pardon, je coupe, je sais c'est quoi les joies ? Comment voyez-vous l'avenir ? L'avenir. Ah oui, serein. Oui, voilà. Et donc, tous ces jeunes et moins jeunes qui viennent se former, m'accompagner sur la production, et je dis qu'il y a certainement la relève. J'ai encore une 30aine d'années à faire, mais le relais devrait être pris. En tout cas, je m'efforce aussi à former ces jeunes. Voilà.
Eh bien, on l'espère fortement. Merci pour votre témoignage. Merci à vous. On se retrouve à la MJC pour terminer ces présentations de producteurs avec une militante associative. Bonjour. Bonjour. Alors peut-être faut que je me présente. Oui, c'est ce vous que pouvez vous vous souhaitez. présenter. Alors je m'appelle Annick, je suis membre d'une association qui s'appelle le CIVAM Le Serpolet, qui est une association qui existe depuis 2007 et qui a comme objet actuellement de soutenir l'installation en agriculture paysanne et biologique. Donc paysanne, c'est une agriculture qui reste à taille humaine, biologique, qui n'utilise pas de produits chimiques de synthèse. Alors comment est-ce qu'on aide à cette installation? On aide beaucoup les gens, on rencontre des gens qui ne sont pas issus du milieu agricole, essentiellement, qui ont des projets qui sont souvent tout à leur départ. C'est-à-dire quelqu'un vient, dit « je souhaiterais m'installer, je souhaiterais élever des poulets, ou je souhaiterais devenir maraîcher, ou faire une forêt gourmande ». J'ai commencé à me renseigner sur Internet, j'ai commencé à aller voir des gens, mais je voudrais vraiment en faire mon métier. Donc, notre association a une salariée qui est quelqu'un qui a des vraies compétences. Et puis nous, les personnes qui sommes de cette association depuis déjà une dizaine d'années, on a commencé à bien connaître les agriculteurs autour de nous. Les agriculteurs qui ne veulent pas de produits chimiques, justement, et qui se mettent en bio. On les a beaucoup rencontrés pour savoir leurs besoins, savoir comment se crée cette profession, comment elle fonctionne. Donc c'est vraiment de l'aide pour les futurs producteurs. Essentiellement. Alors il y a ce volet-là, il y a aussi le volet sensibilisation du public. Parce qu'on se dit, s'il y a des producteurs mais que personne ne vient manger ce qu'ils ont produit, ça ne va pas. Donc il faut à la fois qu'il y ait des gens qui produisent et des gens qui viennent acheter. Pour que des gens viennent acheter chez ces producteurs, il faut qu'ils comprennent l'intérêt de venir chez un producteur local, de manger des choses produites de qualité et qu'ils acceptent de manger un peu différemment. C'est-à-dire beaucoup plus de légumes, par exemple, que de viande, beaucoup plus de variétés de légumes anciennes, différentes, pas manger des pâtes tous les jours. Hein, ça signifie de modifier sa façon de manger aussi. Et ça, c'est pas simple non plus. Et on essaie de l'expliquer aux gens aussi, l'intérêt pour eux, qu'autour d'eux, il y ait des paysans bio autour d'eux qui leur produisent à manger. On a vu pendant les crises du Covid que il n'y a pas d'autonomie alimentaire, c'est-à-dire que s'il n'y a plus de camions sur les routes, la plupart des communes de France n'ont plus de quoi manger. Autour de nous, vous voyez dans le coin de Tavaux, on produit du maïs, du blé, des céréales. On produit aussi du comté, mais on ne se nourrit pas que de comté et de céréales. Alors pour nous nourrir, on n'a pas assez de gens actuellement pour nourrir suffisamment les gens du coin. Et vous avez fait ces actions uniquement par bonté envers les producteurs ? C'est notre intérêt à nous. On a commencé par être intéressés nous-mêmes parce qu'on était dans ce qu'on appelle une AMAP. C'est une association où on passe contre avec un producteur. Lui nous donne toutes les semaines un panier de légumes et nous, on le paye en amont. Dès le début de la saison, on le paye pour tous les paniers. Que la production soit bonne ou pas bonne, on accepte de courir le risque aussi de ne pas... par exemple, s'il rate ses poireaux, il a raté ses poireaux, on n'aura pas de poireaux, il faudra les acheter ailleurs. Hein. Ça nous est arrivé. Hein. Alors c'est aussi, moi je suis sûre de ce que je mange. J'ai été visiter les fermes qui produisent ces produits. Et donc, je sais que je mange des bonnes choses, qui ont pris le temps de pousser, qui n'ont pas subi des traitements qui sont néfastes pour moi. Donc, je pense que c'est gagnant-gagnant. Est-ce que c'est difficile pour ces agriculteurs ou pour vous de procéder à ces actions, que ce soit d'aide ou simplement pour faire perdurer leur production ? Oui, c'est dur. Enfin, ce qui est difficile, c'est que
Pour s'installer, c'est plus facile quand on est soi-même fils d'agriculteur. On possède déjà de la terre, des bâtiments, alors que quelqu'un qui n'est pas issu du milieu agricole, il n'a rien au départ. Donc acheter une terre, acheter une ferme, c'est extrêmement cher. Donc la difficulté, c'est l'acquisition de la ferme et des terrains. Et les terrains autour, enfin partout en France et dans le monde, ça devient le cas aussi. Il y a moins de terrains que de gens qui veulent les utiliser. J'ai failli dire exploiter. Je n'aime pas du tout ce terme d'exploitant agricole. Ça signifie qu'on exploite pour son profit. Donc cultiver la terre me paraît plus juste. Voilà, donc c'est difficile. Oui, c'est difficile pour trouver la terre. C'est difficile de vivre de ce métier. Parce que l'habitude des consommateurs, c'est chercher le moins cher tout le temps. Or, si le gars ou la fille veut vivre de son métier, elle fait des prix qui sont souvent un peu plus chers que les prix qu'on aura chez Lidl ou dans une grande surface. Donc il faut aussi accepter de payer le prix du travail de la personne. Et du coup, ça a beaucoup de tension. C'est pas simple tout ça. D'accord, je vous remercie. C'était très intéressant. Et donc maintenant, nous allons boucler ces interviews. C'était la MJC de Dole, Web Radio MJC. Au revoir et merci.